Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bien chers apprenants, bienvenue à ce programme. Je suis, comme vous le savez déjà, M. Gilbert Bernard, enseignant de philosophie. Je vous accompagne depuis le début de ce programme pour ce qui est de la philosophie dans la classe des terminales littéraires. Nous allons continuer notre parcours, cette fois-ci en entamant la leçon 13 qui porte sur la consolidation de la dissertation philosophique. Cette leçon 13 porte sur la dissertation philosophique. Il s'agit de consolider les acquis que nous avons engrangés depuis la classe de seconde et bien évidemment la classe de première. Alors, le plan de la leçon est le suivant. Nous allons, comme d'habitude, indiquer les objectifs de cette leçon, après quoi nous allons décliner les prérequis, il s'agit des préalables nécessaires pour mieux appréhender cette leçon. Ensuite, la situation problème, et puis nous allons dérouler l'ensemble des activités d'apprentissage prévues pour meubler cette leçon. Et bien évidemment, nous allons achever par une évaluation de la compréhension de la leçon et un devoir, comme d'habitude, à faire à la maison. Alors, nous commençons par décliner les objectifs de cette leçon en disant que cette leçon vise à te permettre, cher apprenant, de réagir de façon critique face au sujet de dissertation philosophique et de produire des travaux cohérents de dissertation philosophique. Il s'agit dans un premier temps de pouvoir réagir de façon critique lorsque vous êtes face à des sujets de dissertation et ensuite de pouvoir, à partir de cette réaction, à partir de ces sujets, construire des travaux cohérents de dissertation philosophique, produire des devoirs répondant aux exigences méthodologiques de la dissertation philosophique. Bon, bien entendu, pour mieux aborder cette leçon, il est important déjà de savoir ce que c'est que la dissertation philosophique et d'en connaître les différentes parties. Alors, donc, nous savons ce que c'est que la dissertation philosophique. Il y a des exercices littéraires qui visent à produire, à réagir de façon critique vis-à-vis des sujets, de manière à pouvoir produire un texte cohérent, méthodologiquement et conforme. Et les différentes parties de la dissertation, nous le savons déjà, il s'agit d'une introduction, d'un développement au corps du pouvoir, bien entendu, d'une conclusion. Alors, ceci étant dit, nous déclinons notre situation problème qui fait part du constat selon lequel bien des personnes autour de nous éprouvent d'énormes difficultés à réagir efficacement face à des sujets de dissertation et surtout à rédiger une bonne dissertation philosophique. Donc, autour de nous, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à rédiger de bonnes dissertations philosophiques. Et c'est partant de cette difficulté que nous avons esquissé cette problématique qui vise à se demander comment va-t-on procéder pour être certain de réussir sa dissertation philosophique. Comment, succinctement, faut-il faire pour réussir une dissertation philosophique? Alors, bien entendu, nous avons, puisqu'il s'agit d'un travail de consultation, il s'agit d'un travail davantage pratique que tous les acquis théoriques ayant été donnés depuis la classe de la seconde et puis la classe de la première, nous avons pensé que pour mieux consolider ce travail de méthodologie, de la dissertation philosophique,
il était important de nous appuyer sur un sujet d'application. Et le sujet que nous avons choisi vise à parfaire, à tout le moins à améliorer notre compréhension, tout le moins à revisiter le parcours de notre histoire de la philosophie, notamment la première séquence qui porte sur l'étude des périodes de l'histoire de la philosophie, en l'occurrence la période patristique et médiévale et la période moderne. Et de là, nous avons tiré le sujet qui est libellé, ce qu'il suit. La raison peut-elle tout connaître? La raison humaine peut-elle tout connaître? Il s'agit du sujet qui va nous servir d'appui pour la consolidation de ce travail méthodologique. Alors, nous, face à un sujet de dissertation, nous le savons déjà, il y a un certain nombre d'étapes préalables qui consistent à parcourir pour s'imprégner véritablement, pour s'approprier l'esprit du sujet et être certain de pouvoir l'aborder sereinement. Alors, il s'agit là des étapes du travail préparatoire. À ce niveau, dans un premier temps, il faut déjà procéder à l'analyse et à la compréhension du sujet. Et à ce niveau, précisément, il s'agit de définir les concepts. Et pour le sujet qui nous intéresse, nous avons commencé par définir le concept de raison qui nous est donné comme cette faculté de penser, cette faculté de juger, d'expliquer de manière objective. Si nous prenons cette définition de la raison, alors on se pose la question si la raison humaine pouvait tout connaître. Alors tout connaître ici revient à tout expliquer, être capable de tout maîtriser. Dès lors, on peut donc reformuler le sujet en se posant la question de savoir la raison peut-elle venir à bout de tout? La raison humaine peut-elle tout expliquer? Alors, si cette reformulation nous permet de mieux appréhender l'esprit du sujet, elle doit nous conduire, bien évidemment, au dévoilement du problème philosophique qui est subséquemment présenté dans le sujet. Le problème philosophique ici étant celui du pouvoir de la raison, des capacités de la raison. Une fois donc que nous avons dévoilé le problème, et nous insistons bien sur la notion de dévoilement, qui signifie enlever le voile, cela signifie que le problème ne s'invente pas, le problème ne se crée pas, il est à l'intérieur du sujet, et nous devons donc être simplement capables d'aller le chercher à travers justement la première étape du travail préparatoire qui est l'analyse et la compréhension du sujet. Alors, une fois que le problème est dévoilé, et dans le cas d'espèce, celui du pouvoir de la raison, nous entamons la formulation à partir de ce sujet du problème philosophique, pour qu'on donc formuler la problématique de ce sujet, qui consiste à nous demander, affirmer la toute puissance de la raison, n'est-ce pas la méconnaître les limites de celle-ci? Affirmer la toute puissance de la raison, est-ce que cela ne reviendrait pas à méconnaître les limites de cette même raison? Alors, nous voyons donc que cette problématique construite sous la forme d'une seule question a ceci de particulier que à la comprendre, on se rend compte qu'il y a une nuance qui est instituée dans la formulation de la question de manière à ce qu'on voit véritablement qu'il s'agit, une fois qu'on a exposé la position visant à mettre en exergue la toute-puissance de la raison, de ressortir les difficultés, de mettre en exergue les limites qui pourraient conduire à objecter cette affirmation de la toute-puissance de la raison. Donc, ici, vous voyez donc qu'il est préférable de formuler votre question, votre problématique en une seule question, mais en veillant à ce que cette question soit nuancée de manière à faire ressentir la dialectique du sujet qui va conduire, bien entendu, aux différentes parties, notamment à la thèse et à l'antithèse. Et pour rappel, nous disons que la dissertation philosophique comporte trois grandes parties, une introduction, le code du devoir et bien entendu la conclusion. Les étapes d'une introduction sont, à titre de rappel bien entendu, il s'agit d'un préambule du problème et de la problématique.
Alors, pour ce qui est du préambule, nous commençons toujours par une entame. Nous rappelons que le préambule est un dispositif théorique qui nous permet de rentrer progressivement dans la préoccupation du sujet. Et nous commençons par une entame qui peut viser à expliquer de façon succincte le sujet. Et dans le cas d'espèce, évoquer l'idée de la toute-puissance de la raison qui peut venir à bout de toutes les difficultés, de tous les mystères. Donc, on peut partir de ce principe-là que la raison humaine est, en tant que faculté, posée comme ce dispositif-là capable de permettre à l'esprit, à l'homme, de parvenir à bout de toutes les difficultés, de faire tomber tous les mystères. Alors, à partir de cette entame, nous engageons la contradiction qui va permettre de faire sortir, faire jaillir la crise qui est instituée dans la formulation du sujet. Et ici, alors, comment partir donc de l'affirmation de la toute-puissance de la raison aux difficultés que pose justement, que rencontre cette raison dans la résolution d'un certain nombre de problèmes. Il s'agit donc, dans la contradiction, de ressortir les difficultés, de ressortir les limites que la raison rencontre dans l'explication, dans l'appréhension du réel. Donc, ceci nous amène donc à la deuxième étape de l'introduction qui est le problème philosophique. Alors, le problème philosophique ici part de cet antagonisme justement-là entre, d'une part, l'affirmation de la toute-puissance de la raison et d'autre part, le constat des difficultés et des limites de cette même raison dans l'appréhension et dans l'explication d'un certain nombre de phénomènes et peut-être pourquoi pas de la réalité dans son ensemble. Et le problème philosophique ici nous fait comprendre que à partir de cet antagonisme d'idées, le problème est celui du pouvoir de la raison. Nous l'avons déjà dit. Il s'agit ici de quoi? Est-ce que la raison humaine est capable de tout, comme le pensent certains? Est-ce qu'elle est incapable, comme le pensent d'autres? Ceci nous conduit, bien entendu, à la problématique philosophique qui, comme nous l'avons formulé, revient à ceci. Proclamer la toute-puissance de la raison, n'est-ce pas la perdre de vue ses limites? Proclamer la toute-puissance de la raison, cela ne reviendrait-il pas à méconnaître les difficultés et les limites que celles-ci rencontrent dans l'appréhension et dans l'explication du réel? Alors, nous entrons comme une fois que l'introduction a été conçue. Vous avez vu que nous avons besoin, après la construction de la problématique, d'esquisser le plan. En fait, depuis la classe de seconde, on vous l'a bien fait comprendre. Il n'est point besoin d'annoncer le plan une fois que la problématique a été bien construite de manière à décliner plus ou moins implicitement les différentes orientations de notre réflexion. Alors, nous rentrons donc dans notre réflexion, proprement dit, et pour voir pour parcourir les différentes étapes du corps du devoir. Non sans préciser que nous avons ici affaire à un sujet de type question. Bien entendu, l'autre type étant le sujet de type citation. Et lorsque nous avons affaire à un sujet de type question, la thèse vise généralement à exposer l'opinion commune, ce que nous appelons couramment le présupposé. Alors, dans le cadre du sujet d'appui que nous avons emprunté, le présupposé, ou plutôt la thèse, vise à pourrait s'énoncer ici, la toute-puissance de la raison serait établie. Autrement dit, la raison humaine est capable de tout expliquer, elle est capable de tout connaître. Ça, c'est le point de vue abusivement admis, le point de vue de l'opinion courante, de l'opinion commune. Alors, une telle thèse est certainement justifiée par un certain nombre d'éléments ou bien d'arguments qui sont convoqués. Et ici, la première idée pourrait être celle que propose la thèse positiviste qui prend position par rapport à la toute-puissance de la raison. Alors, la thèse positiviste de la toute-puissance de la raison montre que, en fait, du point de vue de la démonstration, on constate ici la capacité de la raison humaine à expliquer objectivement tous les phénomènes naturels. Donc, pour les positivistes, nous faisons ici allusion
en fait, nous pouvons faire allusion ici à un positivisme le plus connu, le plus reconnu, comme Auguste Comte, on estime que la raison humaine est capable d'appréhender les relations objectives qui existent entre les différents phénomènes de la nature. Et pour cette raison, on convient bien que la raison humaine, elle est toute puissante. Et en guise d'illustration, justement, on peut s'appuyer sur la loi des 3 étapes d'évolution de l'intelligence humaine que propose justement Auguste Comte. Alors, Auguste Comte nous montre que la raison humaine, l'esprit humain, cela peut se généraliser à travers l'évolution des sociétés. L'esprit humain évolue en suivant une trajectoire en 3 étapes. Bon, nous n'allons pas rentrer ici dans les détails de ces étapes, mais on sait très bien que la première étape, elle est théologique, dans laquelle l'esprit humain tend à expliquer les phénomènes par rapport à un être, un absolu transcendant. Et ensuite, la deuxième étape, c'est-à-dire la seconde étape par laquelle passe l'esprit humain, est l'étape métaphysique. À ce niveau, l'esprit humain cherche à expliquer les phénomènes par rapport à un certain nombre de causes, à des principes cachés, des principes abstraits qui ont cependant une influence dans la dynamique du fonctionnement du monde. Et la dernière étape qui, pour Auguste Comte, semble être l'étape la plus importante, est l'étape positive ou l'étape scientifique, dans laquelle justement la raison humaine, l'esprit est désormais capable d'appréhender objectivement et d'expliquer les phénomènes avec la rigueur logique et méthodologique. La deuxième idée qu'on peut convoquer ici à l'appui de cette toute-puissance de la raison est certainement le point de vue du scientisme qui considère que la raison humaine donne à l'homme un pouvoir total sur la nature. Elle est donc capable de tout expliquer. On sait très bien que pour les scientistes, je rappelle en passant que le scientisme, on y reviendra certainement lorsqu'on abordera les thématiques en rapport avec l'épistémologie, la raison humaine, du point de vue scientiste, est capable de tout expliquer. Et d'ailleurs, il n'y a qu'elle seule qui a cette possibilité de tout expliquer dans la nature. On sait très bien que Descartes avait pensé que il était question de rompre avec un discours spéculatif qui ne permettait pas à l'homme de s'épanouir véritablement pour trouver un discours, une pensée philosophique pratique capable de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Donc, l'option scientiste milite pour l'idée selon laquelle nous ne devons que nous appuyer sur la raison, sur elle seule, pour prétendre expliquer tous les phénomènes, appréhender toute la réalité. Donc voilà globalement les 2 arguments. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais ceux-là nous ont semblé les plus intéressants, qui nous conduisent à la conclusion partielle selon laquelle la raison humaine est capable de tout expliquer. Mais une fois que nous l'avons dit, nous devons engager directement la transition en nous posant cette question. Penser ainsi que la raison humaine puisse tout expliquer, est-ce que cela ne serait pas se méprendre sur les difficultés qu'éprouve justement cette raison dans l'appréhension de certaines questions, dans l'explication d'un certain nombre de phénomènes? Ceci nous conduit à l'antithèse. Et l'antithèse, bien évidemment, vise à mettre en exergue les limites de la thèse. La raison ici se trouve limitée face à certaines questions. La raison est limitée face à certaines questions. D'abord, l'incapacité de la raison à tout expliquer. La raison humaine ne peut pas tout expliquer. Elle est incapable de tout expliquer. Nous pouvons faire ici allusion à un auteur comme Pascal, qui fait justement comprendre que la raison ne peut pas tout expliquer. Et en guise de démonstration, on voit très bien que on peut s'appuyer sur la diversité du réel, on peut s'appuyer sur la complexité du réel pour établir la difficulté de la raison à embrasser ce réel-là dans sa totalité. Donc, eu égard à sa complexité et à sa diversité, la raison humaine serait incapable, ou bien le réel ne se laisserait pas facilement appréhender par la raison expliqué objectivement par celle-ci. On voit très bien que, comme le rappelle Blaise Pascal, la dernière démarche de la raison est
de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Il s'agit ici d'un appel à la raison. Pascal invite la raison à reconnaître qu'il y a certaines choses qui dépassent notre entendement. Et la deuxième idée sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour souligner les difficultés de la raison, c'est justement l'échec de la raison face à un certain nombre de phénomènes. La raison, dans son étude des phénomènes, échoue très souvent là où d'autres facultés peuvent parfaitement réussir. On a vu dans les 2 premières leçons de notre parcours que la foi semblait efficacement appréhender un certain nombre de phénomènes, notamment des phénomènes d'ordre métaphysique, là où la raison était incapable de le faire. On a vu également dans la deuxième leçon que, en s'appuyant sur le débat entre l'empirisme et le rationalisme, que l'empirisme professe que les sens sont capables de réussir parfaitement là où la raison semble divaguer. Et à titre d'illustration, on voit très bien que le père Mera, dans son ouvrage « La rationalité d'un discours africain sur les phénomènes paranormaux », a souligné justement le fait que la raison humaine est incapable d'appréhender, elle échoue à appréhender les phénomènes qui relèvent du paranormal. Si nous nous appuyons que sur ces 2 idées, on peut donc se demander ce qu'il faut retenir au-delà de cette critique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre au-delà de cette critique? Qu'est-ce qu'il faut penser des pouvoirs de la raison? En guise de synthèse, comme un dépassement de la thèse et de l'antithèse, mais surtout le lieu où on propose une solution objective et rationnelle aux problèmes posés, il s'agit de constater que il faut dépasser l'illusion positiviste scientiste. Il faut dépasser la thèse scientiste et positiviste qui pense que la raison humaine est capable de tout connaître. Mais en même temps, il faut reconnaître humblement, en fait, par là, il faut reconnaître humblement les limites de la raison à pouvoir appréhender et expliquer objectivement certains phénomènes. Et pourquoi pas, il faut recourir toujours à la raison dans le cadre de ces possibilités. Donc, il faut comprendre que même si la raison échoue à expliquer certains phénomènes, nous avons l'obligation, sinon il y a nécessité pour l'homme de savoir toujours s'appuyer sur la raison, tout en la restreignant aux limites de ses possibilités. Alors, une fois que ceci est dit, nous déclinons les étapes de la conclusion. Il s'agit de rappeler le problème philosophique, de rappeler les thèses examinées et de proposer une solution personnelle contextualisée au problème. À titre de rappel, pour le sujet qui nous intéresse, on sait très bien que notre réflexion portait sur le pouvoir de la raison, sur les limites de la raison. Et le bilan de l'analyse nous fait voir les 2 thèses suivantes. D'une part, la proclamation de la toute-puissance de la raison, et d'autre part, les difficultés rencontrées par cette même raison dans l'appréhension de certains phénomènes. Mais au-delà de cette controverse, au-delà de cette divergence de position, il est à constater que la raison humaine est certes puissante, mais elle doit reconnaître humblement ses limites face à un certain nombre de phénomènes. Peut-être cela viendrait également souligner la nécessité pour l'homme d'être dans un effort sans cesse, dans un effort permanent de recherche constante de la vérité, de la connaissance, en se disant qu'il n'y a pas de connaissance a priori, mais toute connaissance est toujours a posteriori. On pourrait ici emprunter le chemin que nous propose Gaston Bachelard. L'esprit humain doit faire des efforts tout en reconnaissant qu'il est incapable d'appréhender d'un seul coup, toute la splendeur de la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? On rappelle d'abord les parties du devoir, une introduction, un corps du devoir et une conclusion. Et il faut reconnaître ici que la raison est cette faculté humaine puissante, entreprenante, capable de beaucoup de choses. Mais il faut reconnaître également les limites et les difficultés que rencontre cette raison. Et au final, il s'agit d'inviter l'homme, d'inviter l'esprit humain à l'humilité socratique. Alors, en guise d'évaluation, voir si la leçon a été bien comprise, la première question nous invite à rappeler les différentes étapes préparatoires d'une dissertation philosophique.
Ici, on sait qu'il faut d'abord analyser et comprendre le sujet, il faut problématiser, il faut maintenant élaborer le plan détaillé. Voilà les 3 étapes, travail préparatoire. La deuxième question, quelles sont les étapes d'une introduction de dissertation philosophique? Donc, bien entendu, il y a un préambule qui est couramment appelé l'annonce du sujet, et il y a la position ou le dévoilement du problème philosophique, et il y a la formulation de la problématique. La troisième question, énonce les étapes du corps du devoir d'une dissertation philosophique. Quelles sont les étapes du corps du devoir? Ici, lorsqu'il s'agit d'un sujet de type question, nous avons le présupposé, la critique et la solution. Et lorsqu'il s'agit d'un sujet de type citation, nous avons l'explication de la citation, nous avons les limites de la citation, et puis bien évidemment, nous avons la valeur philosophique de la thèse de l'auteur, en fait, la citation. Et quelles sont les étapes d'une conclusion de la dissertation philosophique? Rapidement, nous rappelons, je rappelle que globalement, la dissertation de la conclusion est le lieu du bilan, et c'est pour ça que nous devons d'abord faire le rappel du problème qui nous a préoccupés, ensuite faire le bilan de l'analyse dialectique, et bien entendu, proposer une solution personnelle contextualisée. Je rappelle que cette contextualisation est justement là le lieu où le candidat montre de ses aptitudes, de ses compétences, parce qu'il s'agit de voir si la résolution du problème de la difficulté posée par le sujet peut être ramenée sur le plan du vécu quotidien pour résoudre les problèmes auxquels l'homme fait face dans son environnement. Alors, quelques références bibliographiques. Nous avons Dominique Folcher et Jean-Jacques Brunenberger, méthodologie philosophique. Alors, comme devoir à faire à la maison, nous avons ces 2 sujets de réflexion. La foi et raison sont-elles opposées? Foi et raison sont-elles opposées? Deuxième sujet, que te suggèrent ces propos de Saint-Augustin? Crois afin de comprendre. Crois afin de comprendre. Prochaine séance, travaux dirigés du commentaire philosophique.